Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. On y est, la Ligue des Champions fait son retour après plus de 5 mois d'interruption et nous offre déjà quelques très belles affiches. Qui va passer et comment? Alors on commence en Angleterre, où vendredi 21h, demain 21h, le Real tentera de venir à bout de Man City. Le défi est de taille puisque, bien sûr, le Real s'est incliné au Santiago Bernabéu 2-1 et le Real devra donc marquer au moins 2 fois pour entretenir l'espoir. Bon, le premier point de discussion ici, je pense que c'est l'absence de Ramos. Il avait été exclu à l'aller et sans lui, c'est pas la même équipe. Comme il est là depuis un petit moment aussi, on commence à avoir des stats un peu significatives à ce sujet, comme celle-ci. Le Real a été 7 fois sans Ramos dans le cadre d'un match à élimination directe de Ligue des Champions, 7 fois sans Ramos, et sur les 7, une seule victoire, 5 défaites. Après, il y a d'autres éléments à considérer, bien sûr, et à l'évidence, le Real a aussi de quoi être optimiste. Ils sont sur un rythme d'enfer depuis la reprise, champion d'Espagne en titre, 10 victoires et 1 nul en 11 journées de Liga. City, de son côté, a claqué quelques scores, mais à part contre un Liverpool déjà sacré, c'était que contre des équipes de seconde partie de tableau, et contre Chelsea, contre Arsenal en Cup, ils ont perdu. Zidane, l'entraîneur, n'a jamais été écarté d'un tour à élimination directe de C1, Sergio Aguero est incertain, donc il y a beaucoup d'éléments, mais ma vision du rapport de force, je dirais mon idée générale sur cette confrontation, c'est qu'elle oppose deux équipes aux motivations asymétriques. J'imagine effectivement d'un côté un Real un peu rassasié de son titre de champion d'Espagne, celui qui l'attendait vraiment, face à un City qui rêve d'Europe depuis plus d'une décennie, qui a subi tout un tas d'épreuves, notamment en dehors des terrains et pas plus tard qu'il y a quelques mois, qui sent peut-être venir son heure, à domicile, contre un adversaire privé de son leader charismatique avec un très bel avantage au score. Je les vois pas craquer et je les imagine passer en quart. Alors maintenant, la question la plus excitante, c'est comment est-ce qu'ils procéderont, et heureusement on a un match pour y répondre, donc on va pas trop s'avancer, mais je serais très curieux d'un point de vue tactique de voir ce que choisira Guardiola, quelle approche pour un manager qui est reconnu pour sa capacité à improviser des plans, parfois un peu farfelus, parfois pas ultra efficaces, mais à improviser des plans spécifiques dans le cadre de rencontres à élimination directe de C1, donc qu'est-ce qui va nous sortir du chapeau? On sait que Man City joue mieux quand Man City joue haut, mais en même temps, la tentation de préserver son avantage au score sera très forte. Donc personnellement, si je devais me risquer un prono additionnel, j'imagine peut-être un premier round d'observation des deux formations et une seconde mi-temps qui sera mécaniquement plus prolifique que la première. Bayern-Chelsea ensuite, a priori le tour où on aura le moins de surprises. D'ailleurs, selon les bookmakers, il oppose le favori de la compétition à l'équipe qui a le moins de chances d'aller au bout. Et la raison, on la connaît, c'est bien sûr qu'à l'aller, le Bayern a fait un carnage à Stamford Bridge, victoire 3-0 où Alphonso Davies avait ébloui l'Europe, mais peut-être surtout où le duo Gnabry-Lewandowski avait montré toute sa complémentarité. Voilà, un match extrêmement abouti et on en parle depuis un petit moment sur la chaîne. Le Bayern, c'est tout simplement la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Ils ont marqué plus de 140 buts en 2019-2020, plus de 140 buts, toutes compétitions confondues. Ils sont sur une série de 26 matchs consécutifs sans défaite et les 17 derniers sont des victoires. Champion d'Allemagne en titre, récent vainqueur de la coupe, ils visent le triplé et je crois qu'on dit beaucoup de choses de cet affrontement quand on dit qu'ils sont ligne par ligne tout simplement largement supérieurs à Chelsea, qui sera en plus privé d'Azpilicueta, de Pedro, de Pulisic, les trois blessés, de Jorginho et de Marcos Alonso suspendus. Kanté, lui, est incertain. Bon, du côté du Bayern, il y a quand même un petit grain de sable dans la machine, c'est la blessure de Benjamin Pavard. On peut imaginer Kimmich le remplacer, mais il fonctionne très bien au milieu de terrain. Pas sûr que Flick veuille y toucher. Flick n'a pas non plus une très grande confiance en Alvaro Odriozola, qui serait le remplaçant naturel de Pavard en tant que latéral droit. Donc assez curieux de voir quel choix sera fait, d'autant plus que malgré l'optimisme de Rummenigge, si c'est effectivement ligamentaire pour Pavard, il serait out jusqu'à la fin de saison et donc le choix qu'on verrait samedi aurait vocation à être reconduit. Alors pour répondre à la question majeure et celle qui nous intéresse prioritairement dans le cadre de cette vidéo, non, je vois pas Chelsea inverser le rapport de force, et à vrai dire, j'imagine aucun scénario où le Bayern ne passe pas tranquillement en quart. Mais en revanche, pour mon prono additionnel, je dirais que j'imagine une rencontre un peu moins prolifique et riche en buts que ce qu'on peut imaginer, pour plusieurs raisons. C'est qu'après un mois de match, après un mois sans match justement, sans compétition officielle, la machine du Bayern sera peut-être un peu rouillée. On peut penser aussi qu'à 3-0, l'incentive d'attaquer sans relâche n'est pas ultra fort.
on peut se satisfaire d'un léger avantage. Et puis Chelsea, avec tous ses blessés, à mon avis, n'y croit plus trop. Voudra surtout éviter une gifle, donc pourquoi pas moins de 3,5 buts dans la rencontre. Mais le match du samedi que je regarderai et qu'on analysera sur la chaîne dimanche matin, c'est pas Bayern-Chelsea, c'est le match où Quique Setien jouera très gros et où le Barça voudra être beaucoup plus tranchant qu'à l'aller. Effectivement, face à un bloc napolitain très bas, très difficile à manœuvrer, extrêmement compact, les Catalans n'avaient pu faire mieux qu'un nul, qu'ils doivent à une passe particulièrement inspirée de Busquets. Cette fois, Busquets sera suspendu, comme Arturo Vidal, et Arthur, vraisemblablement déçu par sa direction, ne finira pas la saison au Barça, donc vraie énigme à résoudre dans l'entrejeu. À l'aller, on avait eu un 4-3-3 Busquets, De Jong, Rakitic et Vidal dans une forme d'ailier droit. Pour samedi, le Mundo Deportivo évoque la possibilité d'un 4-3-1-2 avec Messi derrière Griezmann et Suarez. Sport parle plutôt d'un 3-5-2. On peut imaginer également qu'aucune de ces deux compositions ne sera retenue, ce ne serait pas la première fois. Mais ce qui est certain, c'est que si le Barça continue à manquer de pénétration dans les couloirs, la tâche sera très compliquée. Alors après, est-ce que c'est suffisant pour imaginer Naples passer ? Depuis la reprise en Serie A, on a vu par intermittence des choses intéressantes. Disons que le collectif n'est pas encore sans doute au niveau attendu, au niveau espéré, mais il y a toujours un réservoir de talent individuel suffisant pour faire jaillir des étincelles à tout moment. Le truc, c'est qu'il y en a tout de suite moins sans Lorenzo Insigne qui est blessé. Le truc, c'est que le Barça reste sur 35 matchs européens consécutifs sans défaite au Camp Nou, qu'ils n'ont pas raté le rendez-vous des quarts de finale depuis 12 saisons. On peut penser que ce qu'on voit est peu enthousiasmant, on a sans doute raison quand on le pense. On peut imaginer qu'il manque beaucoup de choses à ce Barça pour aller jusqu'au bout, pour prétendre à la victoire finale, et il faut sans doute pas qu'ils se ratent cet été sur le marché des transferts, mais je les imagine quand même passer. Pour mon prono additionnel, je dirais que je les vois passer avec une victoire. Et donc enfin, le match de vendredi, le match le plus important de la saison pour moi en tant que supporter, et le match qui à Turin va voir l'OL tenter de conserver son avantage d'un but, acquis à l'aller. Ça va être difficile, bien sûr, mais toute la question c'est de savoir à quel point, dans quelle mesure est-ce que Lyon a vraiment cette chance, qu'est-ce qu'il faut anticiper, qu'est-ce qu'on peut dire. Déjà la première chose, et le premier motif d'espoir, c'est que la Juve est fébrile. Championne en titre, certes, mais 3 défaites sur leurs 4 derniers matchs de Serie A, seulement 2 victoires sur les 8 derniers, un revers en finale de Coupe d'Italie contre Naples, aussi mi-juin. On sent pas, et on voit pas surtout une équipe extrêmement protagoniste, qui sera en mesure d'imposer sa loi ou de faire souffrir son adversaire sur de longues séquences de jeu. Donc dans ce contexte, pourquoi pas commencer à croire à un exploit ? Je dirais qu'une grande partie de l'équation, c'est quand même ce résultat ultra favorable obtenu à l'aller qui fait que vendredi, demain, un petit but marqué oblige la Juve à en mettre 3 derrière, et ce petit but est peut-être pas si improbable tant la défense turinoise est friable. Un seul clean sheet sur les 10 dernières journées de Serie A, 18 points perdus cette saison après avoir mené au score. Bonucci a joué plus de 4000 minutes, toutes compétitions confondues, et un peu cramé. On avait débriefé la défaite contre Milan sur la chaîne où il avait été particulièrement malmené. Vu ce qu'il a montré, c'est difficilement imaginable de faire jouer Rougani, mais De Ligt continue à évoluer avec une douleur à l'épaule. Il va se faire opérer en fin de saison. Quadrado, comme Alexandro, les deux latéraux, c'est pas toujours rassurant. Alors maintenant, la question fondamentale, c'est quand même comment est-ce que l'OL va approcher cette rencontre, et pour le coup, je crois que niveau projection, c'est vraiment la question la plus simple, tant on a eu en finale de Coupe de la Ligue contre le PSG des éléments de réponse. Alors, face à un adversaire intrinsèquement supérieur, Rudy Garcia a mobilisé un dispositif à 3 centraux et une animation restrictive, donc bloc bas bien sûr, mais surtout très peu de risques pris avec ballon, des circuits de relance hyper directs qui visaient pas vraiment à battre la pression parisienne, mais surtout à l'éviter au maximum. C'était les fameux longs ballons des centraux vers Memphis, vers Moussa Dembélé. C'était une animation qui avait pour but premier et quasi exclusif de résister, et à mon avis, c'est exactement la même chose qu'on verra vendredi. D'ailleurs, je pense qu'on aura aussi le même 11 que contre Paris. Bon, voilà, niveau approche, je pense qu'on peut miser sur une forme d'OL carapace, peut-être un petit peu tiré vers le haut, ponctuellement par l'envie de Memphis, quelques séquences de résistance à la pression via la qualité technique de Guimarães, entre autres, mais ce serait dans des zones, à mon avis, plutôt axiales basses. Et si on devait faire un jeu, et si on devait désigner l'action type de la rencontre côté OL, ce que j'imagine, c'est plutôt quelque chose du type le central qui écarte sur Cornet en piston gauche, Cornet qui tente pas nécessairement une passe à l'intérieur du jeu, mais plutôt une longue passe le long de la ligne à destination là d'un buteur qui se serait excentré, donc Dembélé ou Memphis, un buteur qui se retrouve excentré, mais aussi dos au jeu, isolé, parce que du coup le latéral qui a fait la longue passe est trop loin pour dédoubler, pour apporter du soutien. Donc qu'est-ce que ça donne ? Perte de balle, regroupement, et la résistance plutôt pertinente, plutôt à mon avis bien menée, face à un adversaire en panne d'inspiration, sauf
si Dybala est là. Et on va finir sur ça parce que pour moi c'est vraiment la clé de la rencontre, c'est l'argument qui vaut plus que tous les autres arguments qu'on peut mobiliser. Dybala, touché à la cuisse contre la Sampdoria, est incertain, mais s'il est là, et s'il est là dès le début, à mes yeux, la Juve passera. Vous l'avez vu élu meilleur joueur de Serie A avant-hier, mais je sais même pas si c'est suffisant pour décrire son importance dans l'animation offensive de la Juve. Il est à la fois la mèche, l'étincelle, l'explosif de cette équipe. Il est le danger numéro 1 d'une formation où Cristiano Ronaldo existe, donc c'est dire beaucoup de choses. Il avait donné un mal de tête fou aussi à l'OL au match aller. Derrière ce 1-0 qu'on tient maintenant un petit peu pour acquis, on a tendance avec les scores à oublier les physionomies qu'il y avait derrière, mais derrière ce 1-0, rappelez-vous qu'il y a des miracles. Il y a une seconde mi-temps où Dybala avait égalisé, Messi n'allait hors-jeu d'un rien. Il avait donné un caviar qu'Higuaín avait gâché. Je me suis refait la compilation de son match tout à l'heure, c'est une petite vidéo de 6 minutes sur YouTube, je vous mettrai le lien. Mais bref, gros danger, disons que sans lui j'y crois, je pense vraiment que l'OL peut le faire. Avec lui, je dirais pas la même chose. Donc pour finir sur ce match avec une petite confidence, il y a un scénario que j'imagine qui est un peu le rêve du supporter. Ce serait un remake de Real OL 2010. C'était sans doute le plus bel exploit lyonnais en Coupe d'Europe. Et il y a des similarités avec cette rencontre. Déjà, le score, la victoire 1-0 au match aller à domicile, grâce au but d'un milieu de terrain un peu décrié, c'était Makoun en 2010, Touzard donc en 2020. Ronaldo et Higuaín étaient dans l'équipe d'en face, d'ailleurs Higuaín avait raté une énorme occasion au retour. Et donc du coup mon scénario idéal c'est comme en 2010, ça donnerait ici la Juve qui ouvre rapidement le score mais qui parvient pas à mettre le but décisif de la qualification et l'OL qui résiste, qui prend progressivement confiance face à une équipe qui a lâché énormément de points après avoir mené au score, on en a parlé, face à une défense assez friable, et bah à un quart d'heure du terme, disons par exemple Memphis dans le rôle de Pjanic qui met le but du 1 partout, ce serait extraordinaire. Et puis ce serait tellement OL aussi que après Claude Puel, on est Rudy Garcia qui réalise un des exploits les plus mémorables de l'histoire du club. Mais donc voilà, ça c'est le rêve, maintenant on verra. Si Dybala est forfait, je pense qu'avec le super résultat de l'aller, c'est jouable, c'est presque du 50-50, peut-être du 60-40 pour la Juve, mais jouable. Si Dybala, en revanche, est effectivement présent, je dois dire que je vois la Juve passer. Alors tout ça, c'est en plus sans compter sur la détermination de Cristiano Ronaldo qui joue après tout sa compétition. C'est sans évoquer le fait qu'un club français n'ait jamais éliminé la Juve en Coupe d'Europe. Et puis, c'est aussi en oubliant qu'il y a une des deux équipes qui a joué un seul match compétitif sur les 5 derniers mois, alors que l'autre a terminé son championnat. Donc voilà, si je devais parier aujourd'hui, je dirais que oui, je vois la Juve passer, mais je perds pas absolument tout espoir. Alors maintenant, si ces pronos vous plaisent et que vous voulez tenter le coup sur BetClick, vous pouvez vous inscrire, profiter de leur offre de bienvenue avec mon code promo WILOU, je vous mets le lien en commentaire. D'un autre côté, on touche à la fin de cette vidéo, alors si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'aide si vous voulez pas rater l'analyse d'OL Juve qui sortira donc samedi matin, match vendredi soir, analyse samedi matin sur la chaîne. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage aussi énormément. Enfin, BetClick m'a dit de vous faire gagner 2 maillots floqués, donc si ça vous dit, si vous voulez participer au concours, vous avez juste à mettre en commentaire le nom du maillot que vous voulez gagner et à vous abonner à leur chaîne YouTube. Là aussi, je vous mettrai un lien. De notre côté, qu'est-ce qu'il reste à dire à part le fait qu'on se retrouve samedi avec, j'espère, un dénouement heureux. Et puis d'ici là, passez comme d'habitude une super soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.